tout ce qui est complément alimentaire, Amazon c'est colossal. En 2017-2018, vendre sur Amazon te coûtait 25-27%. Là on est plutôt autour de 43-44% maintenant. Il faut que dans tes 5 premiers visuels, il y ait tous les arguments produits. Quand les gens viennent sur le site de ShapeArt, s'ils viennent en organique, ils connaissent déjà, c'est facile. Quand ils viennent d'une pub méta, ils ont déjà vu une pub, donc ils ont déjà un peu d'infos. Quand tu viens d'un mot-clé Amazon, tu as zéro info. Tu ne connais pas la marque et donc elle ne sait pas exactement ce qu'elle cherche. Souvent elle ne connaît pas les problèmes d'un produit, de tel type de modèle ou quoi que ce soit. Donc en 5 visuels, il faut être capable de débunker et d'expliquer le concept, de donner envie et de débunker les premiers... Voilà, en gros, tu es un tunnel de vente accéléré, quoi. Et le tout en écrivant assez gros parce que, encore une fois, quand tu es entre deux personnes comme ça avec ton téléphone dans le métro, faut aller vite, quoi. Un prospect lambda qui n'a jamais entendu parler de toi, quand il va sur Amazon et qu'il y a des avis clients, ça aide beaucoup. Faut pas oublier que les avis clients d'un pays à l'autre, ils restent. Tu vas sur Amazon.Espagne et tu vas regarder un livre, tu vas voir les avis de ce livre-là. Quand on vend notre produit, notre support vélo en Espagne et qu'il y a 2000 avis, tu pars pas de zéro. Salut Mickaël. Salut Danilo. Oh, c'est pas vraiment un salut parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. Je suis trop content de te recevoir sur le rendez-vous marketing. Ça fait un petit temps que je pensais à t'avoir et je me dis quand ce serait le bon moment de t'interviewer. Je sais pas, j'étais sur Paris aujourd'hui. Je me dis pourquoi pas faire un podcast. Merci pour l'invite. Avec grand plaisir. C'est vrai que tu es déjà passé sur quelques podcasts, parler un peu d'Amazon Ads et aussi de ta société ShapeArt que tu as lancée il y a quelques années, qui tourne assez bien. Peut-être pour rappel, en gros, vous vendez des supports magnétiques pour téléphone et ça va être principalement pour les personnes qui font de la moto, du vélo. Et la spécificité de ton business, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que vous avez un réseau de distribution important et surtout, vous avez une bonne présence sur Amazon. En tout cas, vous avez réussi à percer sur Amazon et en retail. Et vous avez évidemment un e-commerce qui tourne bien depuis aussi plusieurs années. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu du début de la marque, du lancement, de comment vous êtes lancé et même de ton parcours? Du coup, la marque, elle a véritablement démarré fin 2017. Donc c'est mon associé qui a commencé ShapeArt en fin d'études. C'était son projet de fin d'études avec un profil ingé. Et en gros, on a fait un peu un classique à l'époque. 2017, on a fait les campagnes de financement participatif, Kickstarter, qui a été très honorable comme campagne. Et ensuite, on a développé tout le réseau distribution Amazon et compagnie. L'idée de base, c'était vraiment le brassard de running. Le premier produit, ça a été ça. On s'est lancé avec le running. Ensuite, on a intégré 2 ans après, donc fin 2019, le vélo. Ensuite, on s'est pris le Covid, comme tout le monde. On s'est dit, la boîte est morte. Et derrière, après le Covid, en fait, tout ce qu'on avait semé avant a explosé. Running, vélo, les gens n'ont pas pu sortir pendant plusieurs mois. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment appuyé aussi sur la moto. Donc, tu vois, on a vraiment tiré un fil. On a commencé par le running. Quand tu cours, tu fais aussi un peu de vélo de temps en temps parce que, notamment quand tu as un peu mal aux genoux, aux hanches, c'est un bon complément. Et puis, quand tu fais du vélo, c'est du 2 roues. En gros, est-ce que ça marche sur un 2 roues motorisé? Oui. Tu vois, on tire un peu le fil comme ça et ça s'est fait assez naturellement. Et ça, c'est sur la partie un peu produit et sur la partie business. Pourquoi, tu l'as dit, on est en magasin, c'est que moi, dans ma vie d'avant, en tant qu'employé, je bossais pour des équipementiers sportifs. J'ai bossé pour des marques de rugby, de basket, que je gérais sur le marché français. Et c'était des business, entre guillemets, traditionnels. Il n'y avait même pas de site e-commerce. C'était 100% via la distribution physique et via Amazon. C'est là où j'ai fait les premières ventes sur Amazon. C'était 2011. Donc, c'était encore autre chose. Hein. Il n'y a pas de pub. Il n'y avait pas de pub. Enfin, c'était... tu allais encore chez Amazon avec tes produits pour leur montrer les échantillons et vendre vraiment comme tu le fais dans un magasin. Et du coup, un peu naïvement, quand on a lancé les ventes fin 2017, début 2018, quand on a lancé les ventes, moi, je me suis dit, en fait, une marque, c'est forcément en magasin. Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà un e-shop à ce moment-là? Oui. Et c'est... alors, en gros, on a lancé e-shop, Amazon et magasin en même temps. Et c'est ça qui est assez marrant avec ShapeArt, c'est que... avant Covid, c'était de se dire, 18-19, c'était de se dire, nous, on fait magasin et Amazon en priorité. Les gens nous regardaient, mais pourquoi? Et pas l'inverse, oui. Ouais, et ça, c'est vraiment l'expérience que j'avais acquise chez des grands groupes qui étaient là et des marques qui étaient là depuis plusieurs dizaines et dizaines d'années.
c'est de se dire, en fait, on parlait pas vraiment d'omnicanalité, mais en fait, c'est comme ça que ça se passait, quoi. Mais il fallait être là où les clients sont. ouais, et au final, c'était un de mes points dans l'intro, c'est qu'être omnicanal, ça te rend plus résilient quand tu as des difficultés sur un levier comme l'e-commerce ou que les coûts d'acquisition ils augmentent. On en parlera après, mais vous avez aussi des coûts d'acquisition peut-être plus importants que d'autres marques, mais comme vous êtes déjà en réseau de distribution et que ça va pousser davantage les gens à vous voir et quand ils sont au Décathlon à trouver vos produits ou même aller sur Amazon directement parce que la livraison est moins chère, etc. Ben là, Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est dur, en fait. Et c'est pour ça que les gens ne comprenaient pas trop ce fonctionnement-là au départ. Euh, C'était de dire, non, mais en fait, un e-commerce, on va dire la partie marketplace et la partie retail physique, tout ça, ça se cannibalise. Et en plus, c'est très difficilement mesurable. À cette époque-là, bon, toi, tu étais déjà aussi dans le e-commerce, mais on parlait beaucoup d'attribution. Il y a eu une période où c'était l'attribution, c'était un peu le Graal de trouver le bon modèle d'attribution. Maintenant, on s'en fout de l'attribution. oui, Enfin, c'est on pas qu'on regarde s'en les choses fout, au mais global, oui. on sait que de toute façon, on n'arrivera jamais à faire quelque chose de juste, de scientifique, vraiment à la virgule près. Donc, nous, on a vraiment fonctionné. C'est quelque chose qui nous caractérise beaucoup chez Shapeart, que ce soit moi ou mon associé Antoine. On fonctionne quand même beaucoup au feeling, au bon Ouais, sens. ouais. Et c'est-à-dire que moi, je suis sur le terrain très souvent, je suis en boutique, je suis sur des salons. On reste quand même aussi nos propres cibles. Tu vois, des urbains actifs qui font du vélo, du sport, de la course et compagnie. Donc, on a ce truc-là de se dire, non, mais en fait, les gens, ils achètent partout. Ils achètent partout. Et encore plus quand on a lancé après le vélo. Ton vélo, tu l'achètes en magasin. Donc, c'est à ce moment-là que tu Donc, vas il faut être en prendre magasin l'accessoire, aussi. ouais. Exactement. Tu vas acheter, t'achètes ton nouveau vélo. Si le magasin il est bon, il va te vendre un casque, un cadenas, un support Ouais. téléphone. Tu vois, les petits accessoires. Et tu dis, bah vas-y, de toute façon, je vais mettre Oui. 500 balles ou 1000 balles. Bah, j'y vais jusqu'au bout, je me fais plaisir. Tu vois. Exact. Au final, vous avez fait un truc qui était logique dans le parcours d'achat pour un produit comme le vôtre. Ouais. Mais c'est vrai que, évidemment, les DNVB, elles se lancent beaucoup en ligne parce que c'est plus facile et aussi parce que tu contrôles la donnée. Ouais, exactement. Alors qu'en magasin, tu le contrôles un peu moins et c'est plus difficile. Mais à contrario, tu vois, on va pas dire, ouais, on était tes précurseurs, on avait vu le truc avant et tout. C'était vraiment une conviction forte chez nous que c'était le magasin était essentiel, que Amazon était essentiel, notamment pour l'export. Par contre, on a pris du retard sur la partie Shopify. D'ailleurs, c'était même pas Shopify au début, c'était un WooCommerce. Et dans l'univers des NVB, ça n'existait déjà pas. Shopify n'était pas aussi fort que maintenant. Mais donc, on a eu une petite dette technique quand même sur le site. On a eu aussi du retard sur la partie CRM parce que on se disait, ouais, les emails, on a un taux de repeat qui est assez faible. Donc, les emails, ça sert à rien. Mais tu vois, on aurait pu construire une base de données beaucoup plus forte dès le départ. Donc, on a priorisé deux canaux sur lesquels on avait de la compétence. On a un peu délaissé et c'est un peu ce qu'on a changé les 2 dernières années. Vous l'avez bien vécu avec l'agence, parce que vous nous suivez. Donc, vous voyez bien l'évolution qu'on a eue sur le site. L'e-commerce évolue. Hein. Les croissances sont fortes en e-commerce. Donc, c'est top. On rattrape un peu ce retard-là. J'ai regardé un peu Egypte, mais j'ai quand même l'impression que ton ratio e-com Amazon reste plus ou moins le même. En tout cas, sur les 2 années que j'ai analysées. Ouais. C'est-à-dire que tu grossis sur Amazon presque autant que tu grossis dans ton e-commerce à toi. On grossit un peu plus en e-com quand même. On grossit un peu plus en e-com. Mais Amazon a encore, là, en tout cas sur 2025, on progresse sur Amazon. Ce qui n'était pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est plutôt essayer de rester flat sur Amazon et de faire grossir le Shopify. Puisque grosso modo, sur la partie e-commerce, on fait 25-30% sur Shopify et le reste sur Amazon. Donc moi, c'est ce que j'avais compté. Ouais. Voilà. Ça, moi, j'avais mis 2/3 Amazon. Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Sachant que il y a toujours ce biais de quand tu vends, on vend beaucoup en Italie, en Espagne, en Allemagne. Amazon, pour les frais logistiques, c'est du rabat, quoi. Oui, c'est clair. Quand tu vends international, c'est parfait d'être sur Amazon. Ouais. Et ça a été un peu le choix. C'est ce qui nous a aussi un peu dicté de pourquoi on voulait être sur Amazon. C'est que sur ce côté logistique, il y a quand même une simplicité qui est assez folle. T'envoies ton stock Amazon, c'est eux qui gèrent. Voilà, c'est eux qui gèrent. T'as rien à gérer. Oui, c'est ça. Tu ne dois pas les envoyer. Tu dois pas envoyer les produits. C'est eux qui envoient pour toi. Évidemment, ils prennent une partie de la marge, mais bon. Oui, mais en fait, c'est du temps et c'est pour ça, c'était assez intéressant. Ouais. Je voulais te demander, donc là, ça fait 7 ans et demi que le business existe. Ouais. Tu t'es rapidement lancé dans les réseaux de distribution et puis après Amazon. Qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant sur Amazon ? Ouais, en vrai, les 3 canaux ont tous changé en 7-8 ans.
Sur Amazon, ce qui a changé, c'est beaucoup plus exigeant. Ok. C'est beaucoup plus exigeant. Il faut être super bon, top page produit, il faut bien expliquer ce que tu vends. En fait, si je caricature un peu, avant c'était j'ai une bonne page produit avec les bons mots-clés dedans. Ouais. Allez, ça fonctionne. Là, maintenant, c'est le minimum du minimum d'avoir une page qui soit vraiment bien faite, avec un bon marketing, des bons visuels. Maintenant, il faut gérer toute la partie logistique, il faut gérer toute la partie administrative, il faut gérer toute la partie pub, où il faut vraiment pousser plus parce qu'il y a tellement de frais additionnels qui se sont ajoutés sur tu respectes pas bien le cahier des charges logistiques, tu as des retards, ton carton est pas bien fait, ce genre de choses. En fait, c'est des petits points de marge qui viennent en pénalité, et à la fin, ça fait une grosse différence. Tu as des pénalités quand tu respectes pas bien certaines. Oui, bien sûr. Ça, je n'étais pas conscient de ça. Par exemple, alors ça, c'est le cas chez beaucoup de plateformes logistiques maintenant. Les cartons ne doivent pas dépasser plus de 15 kilos. D'accord. Tu vas livrer en disant je vais économiser, je vais livrer des cartons de 30 kilos. Non, tu vas être pénalisé. Si tu as des produits mal packagés, tu vas être pénalisé. Par exemple, sur Amazon, un des sujets clés quand tu lances un produit sur Amazon, c'est la taille de ton produit. Et faire des packagings spécifiques à Amazon, ça peut complètement changer ta rentabilité. Parce que tu n'es plus dans la même grille. Donc du coup, tu as beaucoup moins de... Ils prennent beaucoup moins de marge. Exactement. Les coûts d'expédition sont beaucoup moins élevés. Et du coup, tes coûts de stockage sont moins élevés. Et tout ça, ça change. Avant, le stockage était, je vais pas dire c'était illimité sur Amazon. Mais maintenant... C'est vraiment rationalisé, et donc il y a des périodes où tu peux plus stocker autant que tu voudrais. Ça, il y a toute la partie publicitaire aussi qui a changé. Oui, j'entends parler, il y a 7 ans. Est-ce que tu faisais déjà la publicité sur Amazon il y a 7 ans? Oui, on en faisait, mais c'était pas aussi développé. Et c'était beaucoup moins cher. Oui, je veux trop en parler parce qu'aujourd'hui, c'est dans les régies publicitaires, j'ai jamais les stats, mais c'est une grosse régie publicitaire. En tout cas, aujourd'hui, Amazon, ça fait partie des... Oui, c'est la plus grosse. Enfin, c'est la plus grosse en retail média. En retail média. On sort Meta, Google. Retail média, exactement. Ça peut être, par exemple, faire la pub sur Zalando, c'est aussi possible. Exactement. Sauf que là, la plus grosse en retail média, c'est évidemment Amazon. Et puis après, au-dessus, c'est colossal. Non, mais c'est colossal et ça marche très bien. Franchement, ça marche très, très bien. Donc, sur Amazon, en vrai, tout a changé. Là, sur les 3-4 dernières années, tout a changé. Sur vraiment le côté rationalité économique qui est de plus en plus dur. En 2017-2018, en moyenne, vendre sur Amazon te coûtait 25-27%. Tu vois, tout compris. Logistique, commission. Voilà. Là, on est plutôt autour de 43-44% maintenant. Ok, donc c'est presque la moitié de ton prix de vente, c'est Amazon. En fait, avec la publicité. Non, je parle sans la publicité. Sans la publicité, tu peux avoir la publicité. Ça dépend des marques, ça va dépendre de plein de choses. Mais donc Amazon a beaucoup changé là-dessus. Les magasins ont beaucoup changé aussi en 7 ans. Par exemple, les magasins et de manière générale la distribution physique, tous les acteurs se stockent beaucoup moins. Avant, tu avais tout ce qu'on appelle les commandes de pré-saison. Les gros magasins, les grandes enseignes, les distributeurs pouvaient se stocker jusqu'à 6 mois à l'avance. Là, maintenant, c'est... 8 à 1 ou 2 mois avant. Ouais, là on a... tu reviens de faire rentrer un nouveau produit, par exemple, chez Decathlon. On a 6 semaines pour livrer. Donc ça doit aller vite, quoi. Alors, ça fait partie de nos avantages concurrentiels. C'est qu'on est flexible, donc on le fait, il n'y a pas de problème. C'est un casse-tête de fou derrière en supply. Donc c'est là où il faut être beaucoup plus réactif. Ça demande du coup beaucoup plus de cash pour gérer les stocks. Il y a de moins en moins de conseils en magasin aussi. Donc, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Non, tu as quelques magasins très spécialisés, mais sinon tu as de moins en moins de conseils. Donc il faut que tu aies les packaging soient plus développés. Il faut que ton marketing aussi soit beaucoup plus agressif pour que les gens qui viennent te trouver en magasin, en fait, ils sachent déjà ce qu'ils cherchent et ce qu'ils veulent. Ouais. Donc ça a beaucoup changé. Beaucoup changé aussi, la manière de faire. C'est même, tu vois, tout ce qui est toute la partie développement commercial. Nos distributeurs ont des commerciaux sur la route. Et ben, ils rationalisent de plus en plus les déplacements des commerciaux parce que ça coûte cher. Oui. Et donc, il faut être efficace. Il faut vraiment, penser aussi toute cette partie-là différemment. Et c'est pas évident de s'adapter. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a fait que vous avez eu envie d'être moins dépendant de tout ça et d'avoir aussi votre e-commerce, de le développer. Ouais. Comme tu as dit au départ, vous étiez sur un WooCommerce, vous n'avez pas forcément un CRM développé, vous êtes passé sur un Shopify. Exact. Et je pense que vous vous êtes rendu compte qu'en redirigeant les gens vers le Shopify avec la publicité, finalement, il y a des gens qui vous voyaient déjà sur Amazon ou en magasin qui allaient acheter
Sur Amazon ou en magasin? Ouais, on drive 100% du trafic, on l'envoie sur notre Shopify. Normal. Ça, mais on voit que en fait, il y a une grande partie de la publicité qui part, en fait, qui est consommée par Amazon et par le retail. Voilà. Et c'est cette partie-là qui est assez difficile. On fait des petites enquêtes, où est-ce que vous nous avez connus pour la première fois, tu le ce fais genre de quand même choses. à la fin du processus d'achat. Et tu vois, on sait que ce qu'on dépense sur Meta et Google, il y a au moins 30% qui part en dehors. C'est largement, tu vois. Donc c'est ça qu'on essaye un peu de piloter, mais c'est là où tu mixes entre toute la data qu'on peut avoir et le feeling et le bon sens et le retour terrain. Mais c'est ça qui est difficile. De ce que je sais, parce qu'on travaille ensemble, tu as quand même des indicateurs que tu utilises pour piloter les budgets, évidemment des indicateurs de ROS globaux, de rentabilité nette. Principalement, tu fais comme ça, tu vas regarder ta rentabilité nette à la journée, à la semaine, et ton ROS par typologie, par verticale, excuse-moi, afin de prendre des décisions d'investissement. Exactement. Et ça pour le coup, ça a été un des rares sujets où je peux flex un petit peu. Mais parce que maintenant, on parle beaucoup de MER et ce genre de choses. Oui. Nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis 6 ans. Ouais, c'est ça. Alors que ça fait 3-4 ans qu'il y a des marques qui ont arrêté de regarder le ROS et encore. Exactement. Nous, vraiment, on pilote. On a deux types, enfin, on a 2 niveaux de pilotage. Ouais. Mais le niveau vraiment, on va dire, quotidien, est conçu en permanence avec vous notamment. Le dashboard, c'est on prend toutes les dépenses de marketing online et en face, on met toutes nos ventes online. Amazon. Donc, et site. Site, Amazon et une ou deux marketplaces qu'on peut avoir comme Decathlon ou Alltrix. Et donc, c'est ça qu'on va piloter. Et effectivement, sur cette partie online, on pilote la marge nominale par jour. Et il n'y a que ça qui nous intéresse. Et on se dit, OK, ce mois-ci, on va essayer de viser, si on est très agressif, on va dire, voilà, on va essayer d'être break-even et parce qu'on veut être sur de la visibilité. Pour ensuite faire des ventes en magasin. Parce qu'on sait que ça va développer la marque. Et c'est ce qu'on peut encore faire en ce moment à l'étranger. En France, où on est relativement plus présent, où on pilote un peu plus à la marge, là, on va se dire non. L'objectif ce mois-ci, c'est de générer tant d'euros de marge sur la partie online et on va piloter nos budgets comme ça. À la marge. Ça dépend en fait de là où vous en êtes, de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes prêt à rogner un peu sur la rentabilité pour faire plus de notoriété ou plus de ventes en magasin? Exactement. Et tout ça, on le gère par business unit, vélo, moto, running. Et donc typiquement sur le vélo, où là, on sort des nouveaux produits, les lumières de vélo qu'on a sorties l'année dernière. Et là, on a les nouvelles versions qui arrivent, une deuxième version en plus qui arrive. Là, par exemple, on va piloter en se disant non, sur cette BU-là, on va être à perte, on le sait, mais on va pouvoir le piloter comme ça. Ça, c'est les dashboards qu'on a au quotidien, en permanence. C'est un peu des usines à gaz de temps en temps. Non, mais c'est l'un des dashboards les plus bien faits que j'ai, les mieux faits que j'ai vu. Je sais qu'il y a une partie manuelle où tu dois entrer les ventes d'Amazon et je suppose de Decathlon. C'est même plus manuel maintenant, ça y est. Ah, ok. C'est automatisé. On va hommage à mon associé, qui est une machine d'automatisation. Donc on a des dashboards qui sont assez incroyables là-dessus. Et donc ça, c'est sur la partie au quotidien. Et par contre, au niveau plus macro, on va piloter le budget marketing au global du chiffre d'affaires. On va rajouter les dépenses qu'on peut avoir sur les salons notamment. On en fait quelques-uns. Voilà. Mais et là, on va rajouter exactement. Et on va rajouter le chiffre d'affaires magasin. Mais le chiffre d'affaires magasin, c'est une dérivée finalement. C'est une dérivée. Ouais. Et puis il s'anticipe quand même un peu plus. Ok. En fonction des stocks, que tu sais que les stocks ils partent en temps de temps. Oui. C'est rare. Ça nous arrive. Cette année, on a une grande enseigne sur l'univers de la moto, Daffy, où on vend plus que ce que eux avaient anticipé. Largement plus, ça arrive, mais généralement c'est assez stable. T'as pas comme en e-commerce où si tu appuies fort, tu peux faire un x2 d'un mois à l'autre. Sur du retail, c'est quand même l'inertie est beaucoup plus beaucoup plus forte. Ouais, je comprends. Il y a un autre point que je voulais aborder, c'était peut-être l'international. Je voulais l'aborder à la fin, mais peut-être en parler maintenant tant qu'on y est. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans l'international, sachant que si tu me dis si je me trompe, mais il fallait redévelopper un site dans un autre pays, une autre logistique. Il faut traduire les publicités. Et je sais qu'il y a Amazon derrière, mais c'est quand même un chantier. Hein. Oui, alors du coup, il y a un peu de naïveté. Non, mais tu vois, on a un site, du coup, on a 3 sites. On a un site suisse, un site Espagne qui a une logistique dédiée et un site Europe. Et le site Europe est en allemand, italien, donc il y a 6 langues au total. Nous, l'international, c'est principalement l'Europe.
Ouais. Parce que, mine de rien, les habitudes de consommation sont à peu près les mêmes. Alors, il y a quand même des différences. On l'a surtout fait avec Amazon au départ. Pourquoi ? Parce que un prospect lambda qui n'a jamais entendu parler de toi, quand il va sur Amazon et qu'il y a des avis clients, Oui. il y a une vraie confiance. Il ne faut pas oublier que les avis clients, d'un pays à l'autre, ils restent. Et ça, c'est vrai que je vais C'était pas le cas à l'époque, mais maintenant c'est le cas. C'est vrai. Si tu vas sur Amazon.Espagne et que tu vas regarder un livre, tu vas voir les avis de ce livre-là. Exactement. Et, oui, ça, c'est cool. mutualisé sur tous les pays. Et donc ça aide beaucoup. Tu vois, quand on vend notre produit, notre support vélo en Espagne et qu'il y a 2000 avis, tu pars pas de zéro. Oui. Donc ça c'est le côté qui nous a décidé. Le deuxième, c'est le côté frais, comme on en a parlé, les frais d'expédition. Oui. C'est beaucoup moins cher sur Amazon que ce que nous, on est capable de faire. Donc d'office, exactement. Et après, encore une fois, il y a de la naïveté de se dire, non, mais en fait, le produit, il se vend potentiellement dans tous les pays. On va ouvrir tous les pays. Donc on reste sur l'Europe parce qu'on sait que les États-Unis, c'est une tannée. On sait que l'Asie, c'est une tannée. Mais ouais, on le fait comme ça et on fait des pays aussi dans lesquels on peut trouver des distributeurs facilement. Ah, ok, d'accord. Parce qu'on ne veut pas lancer que du e-com. Mine de rien, tu connais nos chiffres, mais c'est pas évident sur un produit à 30 € d'être rentable et d'avoir un vrai business scalable. Donc, si on ne peut pas avoir cette brique retail en face, c'est compliqué. Donc, généralement, quand on sent qu'il y a un pays sur lequel on a de la touche avec des distributeurs, on essaye de pousser en même temps le e-commerce. Les e-commerce, ouais. Comme lesquels ? Par exemple, l'Espagne, Italie ? Espagne, Italie, Allemagne. Et là, tu vois, c'est quelque chose qu'on va tester sur le Japon, par exemple. Okay. On a un distributeur japonais. On va avoir... Ah oui, je me rappelle, je vous l'avais dit. Mais on va faire des tests dans une trentaine de magasins. On va mettre du budget online. En même temps, il va lancer sa partie online et Amazon, c'est lui qui va s'en charger. Parce que là, il y a trop de différences culturelles. Le nom n'est pas le même, le logo n'est pas le même. Enfin, on change tout. Et c'est lui qui va gérer ça. Mais tu vois, on essaye de le faire en synergie pour essayer de maximiser un peu les budgets. L'impact, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Mais par contre, l'Espagne-Italie, ça reste des marchés intéressants parce que ça roule plus à vélo, ça roule plus en moto. Ouais, mais ça reste très différent. Ça reste différent. Parce que tu vois, les pays du Sud, Méditerranée, que ce soit vélo ou moto, c'est très sportif. Alors que nous, on touche beaucoup d'urbain, du loisir, tu vois, débutant, loisir, urbain. Donc, on a un marché qui est plus gros sur l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, par exemple. Pour l'angle urbain. Ouais, et donc, c'est là où il faut aussi adapter les produits sur... pareil, tu vois, sur la moto, on a notre produit phare, c'est une pochette notamment qui protège de la pluie, des intempéries. En Espagne, en Italie. En Espagne, c'est pas utile, ouais, exactement. Ils s'en servent pas beaucoup, quoi. Pas beaucoup, ouais, c'est ça. Donc, l'offre, elle est tournée un peu différemment. Et ça, c'est que le début, parce que, comme tu l'as dit, en fait, c'est hyper complexe. Et c'est pour ça que je disais, on a été très naïf au début. En fait, c'est assez complexe de traduire tes pubs. Tu vois, on a fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire traduire. Tu prends ton best-seller, tu l'as traduit avec de l'IA, ça se fait très bien. La réalité, c'est que les codes, ils sont pas là. Donc, la prochaine étape pour l'année qui vient, 2026, ça va être de se dire, non, en fait, on va aller une semaine en Allemagne, une semaine en Espagne, et on va shooter avec des personnes, des locaux. Et ça on leur donne la trame, mais c'est eux qui parlent et c'est leur vocabulaire. Moi, je pense qu'il ne faut pas une autre agence de media buying pour les autres pays. Par contre, il faut effectivement des créateurs ou des experts en créa. Sur la partie média, c'est pas un souci. Mais c'est plutôt sur la partie créa. C'est vraiment sur la partie créa pure et dure, où en fait, tu te rends compte que traduire, c'est pas si facile. Tu vois, et puis même dans les codes, les Allemands, tu vois, moi je m'intéresse un peu au marché allemand en ce moment parce que c'est un énorme potentiel pour nous. Il faut aller vraiment droit au but. Et plus rationnel, de ce que j'ai compris, c'est plus rationnel. C'est très rationnel, moins de chichi, moins de... Non, tu vas droit au but. Ton truc, il sert à ça, tu décris, ça sert à ça. Moi, c'est ce que j'ai compris, mais je suis aussi intéressé parce qu'on m'a déjà posé la question, tiens, on veut se lancer sur le marché allemand et ce qui ressort beaucoup, c'est rationnel. Ouais, c'est ça. T'es beaucoup moins dans l'émotionnel, quoi, tout simplement. Mais en même temps, il faut que ton persona, il faut que ce soit un Allemand. Et tu vois, nous, dans la moto, le motard allemand, il a pas, c'est pas un mec de 25 piges, quoi. C'est
C'est le mec de 45, 50 ans, très loisir, grosse moto. Ouais. Donc c'est là où c'est très différent. Il faut creuser un peu plus. Il faut creuser plus et là, Ouais. tu n'as pas d'autre choix que de faire une recherche et puis après de travailler passer du temps avec là-bas. des créateurs, des personnes, parce qu'on en parlera peut-être après, mais vous avez beaucoup de créas vidéo qui sont faites avec des créateurs. Ouais. Et tu peux pas juste, comme tu disais, reprendre les créas vidéo et mettre une voix off traduite en espagnol ou en allemand. Exactement. C'est mieux que rien de le faire parce que tu vois, dans ces pays-là, vu qu'on a des magasins qui nous revendent, on a toujours un petit flot de pubs qui tournent. Mais on n'a pas du tout réussi à passer. Les mêmes perfs, bien sûr. Ouais, et puis, déjà, on n'a pas les mêmes perfs et en dépensant moins, tu vois, on n'a vraiment pas encore passé ce cap-là. Donc, ça, c'est notre chantier 2026. Et par contre, sur Amazon, tu fais aussi de la pub évidemment en Espagne, en Italie. Comment tu gères ça à ce niveau-là? Sur Amazon, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de créa. C'est pour ça que je sur on va dire, le gros de la pub Amazon, il n'y a pas de créa. Après, il y a une petite partie sur la pub qu'on appelle le DSP, qui est vraiment en dehors. C'est la pub Amazon, mais en dehors d'Amazon. Okay. Où là, tu peux faire un peu de créa. Tu peux avoir des vidéos, du statique. C'est une sorte c'est un display, quoi. C'est du display. Ouais. Mais 95% du budget qu'on dépense, c'est du sponsor 90%, c'est du sponsor product. Tu choisis pas. On en parlera après, mais ça peut se mettre dans les suggestions, ça peut se mettre sur des mots-clés, etc. Donc là, il n'y a pas de créa, c'est ta vignette produit qui est poussée. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est plus facile pour toi. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Et puis les mots-cles, ils bougent pas. C'est les mêmes. Tu vois, moi, je les vérifie 2 fois par an, mais ça ne bouge pas. Enfin, c'est vraiment c'est toujours les mêmes. Donc non, la pub sur Amazon, c'est... je sais pas si c'est plus simple parce que je suis dedans en permanence, mais en tout cas, toute la partie créa n'est pas là. Pourtant, tu dois quand même regarder tes pubs Amazon tous les jours. De ce qu'on m'a déjà dit, c'est un truc. Et pourtant, tu les regardes, tu les suis. Oui, parce qu'en fait, ta perf publicitaire peut dépendre en fait de beaucoup d'autres facteurs. Ton prix, tes avis qui ont bougé, un titre produit qui a changé. Ça peut dépendre de visuels. Tu vois, tu as changé tes visuels, ta conversion n'est plus la même. Et vu que tout, tu vois, tu es en vase clos dans Amazon, c'est un écosystème fermé. Donc forcément, dès qu'il y a un facteur qui change, tu peux tout de suite le voir. Donc généralement, quand tu vois que ta perf elle est pas bonne, bah, tu commences à tirer ton fil et tu creuses. Oui. Est-ce que c'est un problème de prix? Enfin, tu vois, tu descends les facteurs qui peuvent influencer fortement ta perf. Ça fait partie de mes questions, mais peut-être avant, on pourrait revenir sur le fonctionnement de la pub Amazon avant de voir comment tu peux justement influencer ta perf et à quel levier, puisque c'est pas la créa. Sur Amazon, grosso modo, tu as 4 types de pubs. Tu as le sponsor product, donc c'est la petite vignette que Amazon pousse, soit sur des mots-clés, soit sur des produits. Voilà. Donc c'est sur la page de recherche, quand tu tapes support téléphone vélo, c'est ce qui sort. Oui. Et là, grosso modo, ça dépend des pays, des catégories, mais 70% des produits de la première page sont sponsorisés. C'est pas toujours très clair, mais c'est sponsorisé. Parce que c'est pas clair, parce qu'ils te le disent comme étant une suggestion. Comment est-ce qu'ils te le... Des fois, il y a marqué en tout petit sous la vignette sponsorisée. Oui. Et des fois, ils te disent vous pourriez aussi aimer. Oui, c'est ça. Et c'est à côté de ça qui a marqué sponsorisé. Et toutes les vignettes dessous, ils le remettent pas. Okay. Donc les gens, franchement, quand tu scrolles... tu le vois pas. Toujours, parce que c'est toujours le même exemple que je prends, mais tu es dans les transports, dans le bus, dans le tram, ce que tu veux, dans le métro, tu es en train de scroller. Tu le vois pas, hein, ton sponsorisé en caractère 8, tu l'as pas vu. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est la partie sponsor product. Tu l'as aussi sur les pages produits. C'est sous le produit que tu regardes, il y a plein de produits suggérés. Voilà. Moi, pour moi, c'est le plus connu. C'est le plus connu, ça représente 85-90% des dépenses publicitaires. Voilà, donc ça, c'est un peu le search de Google, et encore. C'est le shopping de Google. Ouais, exactement. C'est le shopping plutôt. Qui est le plus important sur Amazon. Ensuite, tu as le sponsor brand qui lui va représenter 5-10%. Et ça, c'est uniquement... donc, c'est le gros bandeau que tu vois tout en haut de ta page de recherche sur lequel tu peux mettre soit une vidéo, soit une statique. Voilà, donc là, tu as un peu plus de largesse sur la créa, mais pas non plus énorme. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont interdits, tu peux pas... c'est scrappé par les robots d'Amazon. C'est tout ce qui est allégation, ce genre de choses. Il faut faire très attention. Beaucoup de pubs vont être refusées par Amazon. Si tu dis rapport qualité-prix, par exemple, voilà. Hop, ça saute. Exactement. Si tu mets on est les meilleurs, on est les moins chers. On est les meilleurs, on est les moins chers. Tu vois, typiquement, une
une marque de potes et que je connais bien, Hydratis. Ouais, j'ai belle campagne de métro. Hein, ils sont sur une campagne nationale, télé et tout. Dire aide à la réhydratation et ce genre de choses, Amazon peut t'embêter pour ça. Et ils sont capables de te demander des études scientifiques. Ça peut aller loin, quoi. Parce que c'est considéré comme une allégation. Ouais. Exactement. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est là où c'est très injuste. C'est que certaines marques, tu vois, 2 marques qui vendent les mêmes compléments vont faire la même pub. Il y en a une qui va se faire strike et pas l'autre. Voilà. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est frustrant, mais ça arrive. Et toi, par exemple, tu as déjà eu des expériences comme ça? Oui, oui, régulièrement, tu as une pub qui tourne en sponsor brand, tu as des bonnes perfs et du jour au lendemain, elle est coupée. Ok, donc c'est pas un truc inhabituel. Quoi. Sur non, Google, en fait, il suffit que le robot soit passé sur ton listing et là, c'est fini. Ça arrive souvent quand tu changes un attribut, des bullet points, tu vas changer un titre, tu vas changer une photo. Du coup, le robot repasse sur ton listing et là, ça peut faire sauter des trucs. Tu traites avec des machines. Ouais, normal. Donc, ça peut être très frustrant. Donc ça, c'est la partie sponsor brand. Ça peut être assez intéressant. C'est toujours assez faible en pourcentage de dépenses. Mais bon, tu as 5-10% avec une bonne perf. Et après, la dernière partie, c'est toute la partie retargeting. Ils appellent ça le sponsor display, qui est autre chose qui est un peu à côté du DSP. Ça pèse rien. C'est un peu la boîte noire. C'est pas trop ce qu'il y a dedans. Ça se fait automatiquement, du coup? Ouais, tu le fais de manière automatique la plupart du temps. Et ça, moi, j'ai jamais réussi à dépenser plus de 3-4% là-dessus. Et t'as pas des perfs incroyables non plus. C'est pas un retargeting méta. Oui. Il a ajouté un produit au panier. Ouais. Donc ce retargeting-là, moi, je préfère le faire avec le DSP, qui est un outil, pour le coup, d'une complexité folle. Ça se gère que par agence, normalement. Donc nous, avec Shapart, on a la chance de pouvoir gérer notre propre compte par le biais de réseaux et d'agences avec qui on s'entend bien, qui nous ont filé les accès. Mais franchement, pour le coup, il n'y a aucun intérêt à le faire perso. Il faut passer par une agence. Ok. Bon, là, tu m'as un peu perdu sur le coup, j'avoue. Donc, une agence Amazon, je sais pas. Ouais, une agence vraiment spécialisée DSP Amazon. Spécialisée DSP Amazon qui ont des accès spécifiques. Et certaines agences ont le droit à ce produit-là et d'autres pas. Il faut être assez, installé pour y avoir accès. Ok. Parce que c'est une technologie un peu puissante et ils ont franchement, c'est d'une complexité. Genre, là, tu peux faire tes créas, tu peux faire tes audiences, tu peux faire. Moi, j'ai commencé à mettre un peu les mains dedans par curiosité parce que j'aime bien geeker sur Amazon. Je pense qu'en une journée, j'ai quasiment pas fait de campagne, quoi. Ok. C'est la console la plus complexe. Par contre, tu peux faire des trucs incroyables. Vraiment incroyable. Tu peux vraiment aller loin et tu peux. Sur les critères de targeting, tu veux dire? Sur les critères de targeting, et même sur toutes les créas. Non, ça va très loin. Ça va très très loin. Mais c'est aussi d'une complexité folle à analyser parce que est-ce que c'est vraiment du retargeting? Est-ce que tu as vraiment touché des nouvelles audiences ou des audiences que tu connaissais? Enfin, il faut gérer les exclusions. C'est c'est très technique. Je dis pas que c'est méta au tout début. c'est encore plus complexe. C'est encore plus complexe. C'est pour ça qu'il y a des agences qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Non, j'ai compris. Donc c'est un peu frustrant au début parce que tu dis mais j'ai pas le choix, je suis obligé de passer par une agence. Voilà. Mais tu le fais, le DSP, quand tu commences à dépenser 15-20 000 euros par mois sur Amazon. Et encore, moi je le fais parce que c'est cool, on teste pas mal de choses sur Amazon. Oui. Mais tu peux très bien vivre sans au début. Hein. Je comprends. Je voulais te passer aussi la question à la fin, c'était à quel point c'est scalable Amazon, mais on y reviendra à ce moment-là. Mais en fait, on sait que sur Amazon, bon, évidemment, il y a le choix des mots-clés. Ça, je suppose que tu vas rien nous apprendre là-dessus. C'est qu'il faut choisir les mots-clés que ta cible recherche. Exactement. Je pense pas que c'est très complexe. Il y a des outils, tu le fais en 2 secondes avec des outils, je suppose. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est on sait qu'une bonne partie du travail va se faire au niveau de la page produit et des visuels de ta page produit. Comment tu optimises tout ça de façon à ce que tu améliores ton taux de clic? Ouais, exactement. De toute façon, le tunnel, il est toujours un peu le même. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir des impressions quand quelqu'un tape le mot-clé. Oui. Donc ça, tu les as en payant. Tu payes la pub, tu as des impressions. Et par ton référencement organique. Organique, ça c'est important de le faire, mais bon... Voilà, et le référencement organique, c'est les ventes. Hein. Je caricature, mais... C'est les ventes, les avis. Après, tu peux mettre des bons mots-clés, mais ça coûte de source. Exactement. Donc une fois que tu es affiché sur cette page de recherche, le but, c'est d'avoir du clic. Ce qui va te faire cliquer, ça va être ton image. L'image est hyper importante. Le prix, les avis. En fait, ça va être un peu les trois critères. Les avis, tu peux pas faire grand-chose. Ton produit, il est bon, tu as des bons avis. Ton produit est pas bon,
t'es Pas mort. d'avis. Ouais. Voilà. Et sur Amazon, c'est toujours plus dur que sur ton propre site. Hein. C'est vrai. Ah C'est plus ouais. dur d'avoir des avis que sur Amazon que. C'est Ok. plus dur d'avoir des avis et les avis que tu as sont généralement, enfin même tout le temps, moins bons. C'est marrant. J'aurais dit encore une fois, j'aurais dit l'inverse. Ah J'aurais ouais dit de mettre plus facilement des avis. Je sais pas pourquoi. Non, c'est beaucoup plus dur. Tu peux pas faire de relance. Oui, parce que de toute façon, effectivement, je suis un peu bête de dire ça, mais t'as pas le contrôle de leur dire une fois qu'ils ont acheté de laisser un avis. C'est tu peux Amazon pas les qui le spammer. fait automatiquement. Ouais, tu peux pas les spammer. À l'époque, tu pouvais le faire. Ça a changé aussi. Maintenant, c'est très dur d'aller gratter, demander des avis. Enfin, franchement, c'est pas facile. Ok. Donc, du coup, pour faire cliquer, tu as les avis, tu as le prix. Parce que sur Amazon, ça reste une plateforme qui est très sensible au prix. Hein. Donc, le prix est un vrai argument. Et le dernier point, évidemment, ça va être l'image. Parce que, encore une fois, tu es en train de scroller dans le bus, dans le métro. Il faut que ton image, elle soit parlante. Il faut comprendre tout de suite ce que tu offres comme produit. Une fois que les gens ont cliqué et donc ils sont allés sur ta page produit, c'est là où ce sont tes visuels, notamment, qui vont faire convertir. Voilà, c'est vraiment le visuel. Les gens ne lisent pas les longs textes, ils vont pas lire la description détaillée. Je continue au fil rouge de t'es dans le bus, t'es dans le métro. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est les gens vont scroller, vont swiper les visuels. Et donc, si sur tes visuels, tu as fait les mêmes choses que sur ton site, des trucs très léchés, très lifestyle, ça ne marche pas. Parce que c'est très produit sur Amazon. C'est très produit. Tu mets les bénéfices, fonctionnalités, tu as des petites vidéos qui montrent comment ça marche. C'est exactement ça. C'est ton gobelet, tu vois, tu as un gobelet comme ça. Et bah, tu vas mettre une petite flèche ici en disant carton recyclable. Ici, tu vas mettre, je sais pas moi, la contenance. Là, tu vas mettre un truc en disant bord arrondi pour un meilleur confort. Ouais. Enfin, tu vois, tu vas vraiment écrire les caractéristiques. Voilà. Pour faire comprendre. Et peut-être que tu mettras le titre en disant le gobelet parfait. Alors, tu vois, ça, c'est des trucs qui peuvent ne pas passer, mais c'est vraiment ça. Et c'est un peu à l'américaine, c'est un peu quick, enfin, c'est un peu dirty, tu vois. C'est un peu. C'est moche. Pourquoi tu vas mettre pourquoi tu vas écrire sur des visuels, des flèches Nous, tu regardes notre visuel produit, le principal visuel produit. On a mis une énorme flèche rouge entre l'aimant et la pochette. C'est immonde. Ok. Mais c'est ça qui fait convertir. Et du coup, par exemple, les vidéos de démonstration, vous les remettez sur Amazon? Enfin, je n'ai pas été voir en détail, mais par exemple, une vidéo de démonstration du produit qui montre quand tu cours avec, que ça ne bouge pas trop, etc. Ouais, sur les vidéos, tu peux en mettre plusieurs. Et donc, généralement, nous, on met une vidéo très présentation produit, caractéristiques. Ouais. Et puis après, on va mettre et après, on met souvent nos meilleures pubs. Une vidéo d'utilisation, une très bonne pub. Un peu UGC, meilleure pub. Okay. Ça, on aime bien. Et tu mets combien tu peux mettre jusqu'à combien de visuels, vidéos, et toi, mets combien? Les visuels, tu peux en mettre 8. Il y en a 5 qui vont être visibles quand tu swipes. Ouais. Et pour voir les visuels 6, 7, 8, il faut cliquer. Ça ouvre les visuels et là, tu peux tout voir. Okay. Ça, toujours... Et les vidéos, c'est pareil. Selon les catégories de produits, tu en vois une. Non, tu n'en vois qu'une, mais des fois, tu la vois vraiment à la fin. Ouais, et c'est pareil, si tu cliques sur la vidéo, à la fin, il peut t'en proposer d'autres. Ok, je comprends. Mais voilà, et c'est là où y a un gros travail sur les pages produits de hiérarchiser l'information sur, OK, qu'est-ce que mes clients cherchent, quelles sont les questions qu'ils se posent. Et du coup, il faut que dans tes 5 premiers visuels, il y ait tous les arguments produits. Voilà. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile. C'est le plus basique, mais c'est le plus difficile parce que c'est assez différent d'un site. Quand les gens viennent sur le site de ShapeArt, s'ils viennent en organique, ils connaissent déjà, c'est facile. Ils sont déjà un peu picousés la marque. Quand ils viennent d'une pub méta, ils ont déjà vu une pub, donc ils ont déjà un peu d'infos. Ouais. Quand tu viens d'un mot-clé Amazon, tu as zéro info. Tu ne connais pas la marque. En plus, Amazon, c'est le royaume. Ouais, on le sait très bien. Les fausses marques. Pour les fausses marques, donc tu regardes pas trop la marque. Pas tellement. Et donc, la personne vient juste en ayant tapé un truc, mais elle ne sait pas exactement, quand elle tape support téléphone vélo, elle ne sait pas exactement ce qu'elle cherche. Elle ne connaît pas les problèmes. Souvent, elle ne connaît pas les problèmes d'un produit, de tel type de modèle ou quoi que ce soit. Donc, en 5 visuels, pas trop chargé non plus, il faut être capable de débunker et d'expliquer le concept, de donner envie et de débunker les premiers en gros, les un premières tunnel objections. De vente accéléré, quoi. Tunnel de vente accéléré. Exactement. Il faut et évidemment le faire tout attention. en écrivant assez gros parce que, encore une fois, quand tu es entre 2 personnes comme ça avec ton téléphone dans le métro ou dans le bus, faut aller vite, quoi. On a tendance à l'oublier, mais sur Amazon, c'est principalement sur mobile, hein, comme sur tous les autres sites web. Et surtout, c'est extrêmement simple d'acheter sur un mobile sur Amazon. L'application est incroyable.
incroyable. Il n'y a même pas de 3D Secure. Enfin, genre, c'est incroyable. Checkout en moins de clics, c'est eux les premiers. Ouais, exactement. Tu slides et c'est fini. Et encore maintenant, des fois, tu n'as même pas besoin de slider. Et effectivement, c'est mobile. Donc, encore une fois, en fonction des catégories de produits, ça va changer. Mais je sais pas, parlons de boîtes qu'on voit beaucoup, compléments alimentaires, hygiène, santé, beauté. C'est 80% mobile. 80% mobile. Et c'est pour ça que, tu vois, tous les visuels, dès que je bosse sur des visuels Amazon, moi, la règle d'or, c'est tu peux les faire sur Figma, sur ce que tu veux. Tu les envoies sur WhatsApp. Format carré sur WhatsApp. Tu as la taille de visuel réelle. Et là, tu te rends compte, est-ce que c'est assez petit? Enfin, est-ce que c'est trop petit? Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que je comprends bien? Tout con, tu vois, mais pareil, est-ce que quand je suis dehors, est-ce que les contrastes sont assez forts pour que je puisse bien voir? On voit souvent du contraste blanc, généralement. Oui. Donc, alors, la visuelle principale est toujours sur fond blanc, c'est obligatoire. Sauf sur certains produits, si tu vends un oreiller blanc, tu as le droit d'avoir un fond, tu vois. Mais sinon, c'est visuel blanc sur le principal. Et après, les autres, tu peux faire ce que tu veux. Mais en fait, tu vois, on revient à un truc, c'est du bon sens en soi. Mais c'est pas facile. En fait, c'est vraiment du marketing pur et dur. C'est pour ça qu'il y a pas mal de dropshippers qui étaient très bons sur Amazon. Parce que tu reprends ces codes-là d'être très efficace. Cherche pas à faire de l'esthétisme. Si tu arrives à faire les deux, c'est génial. Mais c'est pas la priorité. Exact. Ouais. Et j'avais un autre point avec toi, je pense que tu connais bien la réponse, il y a des types de business qui sont mieux adaptés à Amazon. Ouais. Évidemment, un support téléphonique, c'est parfait parce que c'est un peu électronique, c'est un peu technique comme produit. C'est vrai que les compléments alimentaires, on en voit sur Amazon. C'est quoi les produits les mieux adaptés de manière générale? Plus on avance dans le temps et plus toutes les verticales sont adaptées. Non, en vrai, tu vois, tout ce qui est complément alimentaire, Amazon, c'est colossal. Colossal. Ça a l'air, oui. Hygiène, santé, beauté, c'est colossal. En gros, tous les produits que tu peux recommander, évidemment, mais tout ce qui est petit, en fait, tant que tu n'as pas de contraintes logistiques, Amazon est incroyable. Ouais. Et quand c'est un besoin qui est identifié. En gros, les deux points noirs sur Amazon, on peut en donner 3, mais c'est... est-ce que tu as des grosses contraintes logistiques? Si ton produit est fragile, s'il supporte mal la chaleur, tu vends des matelas, tu vends du chocolat ou tu vends des trucs en verre, Amazon, ça va être compliqué parce qu'en plus, ils vont t'assassiner en frais parce qu'ils n'ont pas envie de gérer ça. Et ça se comprend. Donc ça, la logistique, c'est un vrai sujet. Ensuite, c'est le côté besoin. Si tu as un produit qui n'est pas identifié, tu crées un nouveau besoin. Il n'y aura pas de recherche. Il n'y aura pas le mot-clé. Tu vois, je prends l'exemple souvent d'une marque que j'ai croisée qui fait de la lumière rouge. Ouais. La lumière rouge, ça peut soigner les boutons, c'est la récupération, il y a plein de trucs. Mais du coup, les gens, tu n'as pas de lumière rouge, tu vois. Ils ont un problème et ils vont... la lumière rouge peut être une solution, mais c'est assez compliqué d'aller identifier des mots-clés très forts par rapport à ça. Ça va être dur, tu vois. Ou les masques anti-pollution. Personne ne recherche ça. C'est marrant, j'aurais dit que les gens recherchent justement parce que ça a explosé pendant le Covid. Et en fait, non, personne ne recherche ça. Les gens ne recherchent pas. Est-ce qu'ils ont conscience que c'est un problème chez eux? Oui, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, personne ne recherche. Donc là, tu vas avoir du mal à percer sur Amazon. De toute façon, tu peux vite le voir quand tu veux te lancer sur Amazon. À mon avis, le nombre de recherches sur ton mot-clé, ça te fait vite une idée du potentiel. Exactement. Et le dernier point, c'est le prix. Ouais. Quand tu vends 2, 3, 4 fois plus cher que les autres, j'allais t'en parler. Donc, ça va quand même être plus difficile. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Nous, chez Shapart, on vend 2 à 3 fois plus cher. C'était ma question. Ouais. C'est quand même 2 à 3 fois plus cher que les marques chinoises, etc. Ouais. Donc, il faut réussir à montrer que tu es meilleur, que tu es 2 à 3 fois meilleur. Exactement. Et c'est là où le fait d'avoir une marque aide, parce qu'on envoie beaucoup de trafic externe. Il y a beaucoup de trafic qui vient de Meta, de Google, donc forcément, ils vous voient. Oui. Voilà. Et ça, ce trafic-là, il a un premium dans l'algorithme Amazon. Donc, c'est vrai? Dans quel sens en fait, ça a plus de poids à un client qui vient de l'extérieur d'Amazon que quelqu'un qui vient directement d'Amazon. Mais dans votre cas, comme tu sais, on renvoie directement vers votre site e-commerce. Mais après, ça ne les empêche pas de retaper l'URL ou de... Alors, il n'y a pas de lien Amazon sur votre site e-commerce. Alors, sur le site e-commerce, on en a eu. À l'époque, on en a eu. Ouais. Mais tu peux avoir de l'affiliation, tu peux avoir sur TikTok, ça nous est arrivé de le faire un peu, de tester. Après, tu as le nom de marque, les gens qui tapent Shapart, tu vois, ça renforce. Donc tout ça, ça fait, tout ça participe.
Mais c'est sûr que quand tu vends des produits beaucoup plus chers que les autres, tu vas être pénalisé. Tu vas être pénalisé parce que ce qui compte énormément dans l'algorithme, c'est notamment la vélocité des ventes, le nombre de ventes que tu fais par jour. Et forcément, si tu vends un produit 40 € et que les autres sont à 10, même si en marge absolue, tu es au-dessus, tu auras du mal à être numéro 1. Tu auras du mal. Nous, il y a des... Ce qu'on arrive à choper quand même beaucoup de chiffres sur Amazon. On était numéro 1 en chiffre d'affaires. On n'était quand même pas numéro 1 des ventes. Parce qu'en nombre de ventes, on n'y était pas. Ouais, parce qu'il y a peut-être que le concurrent derrière, il en a peut-être 3 fois plus de ventes que toi, vu son prix. Exactement. Ouais. Ah bah ouais, nous on a des concurrents à 9 €, ils en vendent des wagons. C'est logique. Voilà. Mais c'est pas le positionnement de la marque, mais ça, je pense qu'on l'avait tous compris au début du podcast. C'est pour ça. Mais c'est un peu les 3 cas, tu vois, logistique, besoin et prix. C'est un peu les trois éléments qui peuvent te faire dire ok, je vais aller sur Amazon, ouais, je suis un bon candidat. Ouais, je suis un bon candidat ou je ne suis pas un bon candidat, si vraiment tu sors des grilles un peu là-dessus. Et je pourrais peut-être en rajouter un 4e, c'est si vraiment tu le fais un peu par-dessus la jambe. Par-dessus la jambe. Il faut vraiment avoir quelqu'un dédié, enfin pas forcément dédié à 100% Amazon, mais quand tu vas sur Amazon, tu t'y mets vraiment. Ouais. C'est pas je branche mon flux et puis je vois ce qui se passe. Il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit dans une stratégie, ça se travaille un peu, quoi. Je sais qu'il y en a qui se disent il faut aller sur Amazon, je vais refaire un copier-coller plus ou moins de ma page produit et de mes visuels produits, mais c'est pas du tout le cas, il faut justement réadapter tout. Alors évidemment, une fois que tu l'as fait pour une page, tu peux le faire pour 10 pages, tu as plus ou moins la méthode, mais oui, c'est pas très compliqué. Il faut pas des années pour comprendre comment faire une page. Surtout avec l'IA. Oui, encore plus avec l'IA, où il est très fort sur les statiques, et oui, ça c'est clair. Exact, ça on n'a pas forcément parlé, mais ça aurait pu être un sujet. Moi, je veux te demander aussi, quand tu vas sur Amazon, aujourd'hui, c'est presque obligatoire de faire la pub. Genre, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Et du coup, admettons que tu as lancé tes pubs et que tu as les 4 types d'annonces dont on a parlé. Je suppose qu'il n'y a pas vraiment un ordre avec lequel commencer. Tu mets les 4 en même temps et parce que c'est important d'avoir de la brand, du produit. C'est vraiment sponsor product en premier. Sponsor product, ouais, et puis après tu ajoutes brand et retargeting. Si tu as le temps et si tu as toutes les créas qu'il faut pour la brand, très bien. Mais le numéro 1, c'est le sponsor product. Ok. Le basique, on va dire. C'est le basique, tu commences par ça. Voilà, tu commences par ça. Tu commences vraiment par ça. Et tu as lancé ta campagne. Évidemment, tu mets un budget qui est dépendant de l'objectif que tu veux faire en termes de vente, qui est dépendant de ton CPA, etc. Mais une fois que ta campagne tourne, évidemment, il y a des choses à optimiser. La campagne va bouger en termes de performance d'un jour ou d'une semaine à l'autre. C'est quoi les leviers que tu vas activer justement pour dire là, aujourd'hui, je vais faire telle décision d'optimisation pour améliorer ma perf et le jour suivant, je vais en faire une autre? Alors, en gros, tout est basé sur les enchères. Hein. Donc, tu vas surtout bouger tes enchères. Et après, en gros, sur Amazon, sur la partie ads, tu as 2 manières de faire. Soit tu fais tout en manuel, et donc c'est toi qui mets les mains dans la console. Et donc là, tu as aussi énormément de structures de campagne. Est-ce que les gros mots-clés, je vais les sortir, je les isole dans une campagne? Oui. Comment je vais segmenter mon targeting produit, mon targeting mots-clés? Comment je vais gérer mes enchères? Parce que tu as aussi le ciblage. Tu as du ciblage exact, du ciblage broad. Tu vois, donc tu as toute cette partie-là que tu peux faire à la mano. Voilà. Et là, très honnêtement, tu vas passer des heures et des heures. Alors que comme Google, il te dit, mets-toi en ciblage large, on fait ça pour toi. Exactement. Parce que là aussi, c'est le même. Là, sur Amazon, c'est pas trop Amazon qui va le faire. Tu as la campagne auto. Hein. Pour démarrer, déjà, tu fais une campagne auto, c'est déjà très bien. On en avait déjà parlé. Déjà, ça va te faire des premiers résultats. Et pareil, sur cette campagne, tu peux blacklister des mots, ou, tu vois, très classique. Pour moi, ce qui est vraiment game changer sur Amazon, c'est d'utiliser un outil. Sur Amazon, tu as plein d'outils. On en a parlé pour gérer les mots-clés, voilà, ce genre de choses. Il y a plein d'outils qui te permettent de gérer les pubs. Donc, en gros, c'est un SaaS. Tu branches ton compte Amazon dessus et ça va te faire l'interface sur laquelle tu vas pouvoir piloter tout simplement tes ads. Et c'est l'outil qui va faire la traduction dans le langage Amazon et qui va créer toutes les campagnes. Incroyable. Et donc, ça te permet à la fois d'avoir un meilleur visu et plus de stats et des meilleurs dashboards beaucoup plus lisibles que ce que tu as sur Amazon, qui est relativement indigeste. C'est vrai. Et tu utilises quel outil du coup? Moi, j'utilise M19. Ok. C'est une boîte française. Je suis bêta-testeur pour eux, donc je suis un peu biaisé. Hein. Oui. Mais ça marche hyper bien. On peut en citer d'autres, hein, comme ça les gens se font aussi. Vas-y, tu veux bien, tu en cites d'autres comme ça. Il y a PackView. Okay. PackView qui est le leader du marché.
Tu vas avoir Bidex, c'est une boîte allemande qui marche très bien. Scale Insights, voilà, c'est avec ces 4-là, déjà, vous faites allez pas chercher plus loin sur le benchmark. Ouais, tu testes les 4 outils, tu vois lequel en termes de prix, grosso modo, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup M19 parce qu'en plus d'avoir l'outil Ads, qui est assez simple à utiliser, ils ont toute une partie dashboard qui est incroyable. Et on parlait des dashboards de Shapeart, on fait les exports depuis M19 qu'on rebalance sur toutes nos Google Sheets. Et ça, ils le font pas tous. Donc nous, ça nous va très bien. Et ça, cet outil va te permettre de gérer tes campagnes, non pas en gérant des enchères, mais en gérant des objectifs de rentabilité. Ok, comme dans Google, tu passes un objectif de 300% de ROS Exactement. à 400%. Et lui, il va mettre à jour en fonction les enchères. Et puis pareil, il va gérer les placements. Parce que sur Amazon, en sponsor product, tu peux payer pour être top of search, vraiment dans les 3-4 premiers remplacements. Tu peux être au milieu ou sur la partie produit. Évidemment, plus t'es haut, plus ça a un impact. Mais ce ne sont pas les mêmes coûts non plus. Donc tu vois, moi très honnêtement, et pourtant je passe beaucoup de temps sur Amazon et je le vois sur pas mal de marques de potes à moi, c'est sans fin. Si tu veux passer des jours et des jours à optimiser chaque... tu peux, mais la valeur, elle n'est pas là. La valeur, elle n'est pas là. Vaut mieux passer beaucoup de temps à optimiser et à faire des A/B tests sur ta page produit, le titre, les visuels, la description, ce genre de choses, plutôt que d'aller optimiser mon enchère. Attends, est-ce que je me mets à 52 centimes ou 51 ? Non, laisse faire les outils là-dessus. Et du coup, ce que j'aime bien aussi avec ça, c'est que tu gères des budgets à la rentabilité. Donc, si tu dis, quand tu dis je vais dépenser 1 000 €, ouais, mais ça se trouve, tu aurais pu en dépenser 3 000. Alors que quand tu as la rentabilité, tant que tu gagnes, tu joues. Et puis si tu perds, parce que là, tu as l'objectif de rentabilité que tu mets. On est bien d'accord. Ouais. Ok, c'est trop intéressant. Et du coup, moi, je pilote comme ça. Et en fonction des saisons, en fonction du momentum de l'année, du pays, de la gamme de produits. Ça serait bien si sur Facebook, on pouvait piloter à la rentabilité et pas juste au CPA. Ouais, c'est ce qu'ils veulent faire, mais en mode boîte noire, quoi. Je peux comprendre, ouais. Donc, en tout cas, tu as un objectif de maximisation du ROS. Exactement. Donc, non, mais c'est pour ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est une des clés sur Amazon. C'est vrai sur la pub, mais de manière générale, même sur les dashboards et sur le pilotage administratif, il faut prendre des outils. La console Amazon, ça progresse, hein, mais c'est compliqué. En gros, il y a des centaines et des centaines d'outils. C'est un business monstrueux sur Amazon. Et les gens n'en parlent pas trop parce que il y a des agences qui bossent avec certains outils que les marques pourraient avoir en direct. Donc il y a toujours un peu cette concurrence quand l'outil, tu vois, tu vends ton produit, il est fait pour les agences ou il est fait pour les marques. Sachant que l'agence va pouvoir te le revendre derrière. Ouais, mais c'est jamais évident, tu vois, à gérer. Et après, tu as des outils qui sont très, très généreux en affiliation. Tu as des outils qui te donnent 30-35% d'affiliation sur ce que tu ramènes en clientèle. Et donc, c'est des outils qui sont largement mis en avant parce qu'ils payent hyper fort. Par les agences ou les influenceurs, pseudo-créateurs de contenu et tout ça. Donc, il y a pas mal d'agences qui veulent pas donner un peu leur secret sauce sur les outils, alors qu'en fait, on les connaît, tu vois. Je te dis, on a plein, mais tu en as 20-30 qui se partagent un peu le marché. Il y en a, c'est pour la gestion administrative, d'autres, c'est pour la gestion des stocks, d'autres, c'est pour la pub. Il y a plein d'outils, en fait. Il y a plein d'outils. C'est plein de surcouches. C'est vrai que c'est un autre monde. C'est vraiment le monde de l'e-commerce à part. L'e-commerce Amazon. C'est un écosystème à part. Mais j'ai un peu ce sentiment, ce feeling que c'est en train de changer. Et que de plus en plus, on voit des agences, on voit des outils qui étaient très Shopify ou très e-com, qui commencent à intégrer la brique Amazon. Ok. Et tu as parlé du fait que l'important aujourd'hui, c'est plus l'enchère, que tu peux le mettre en automatisé, que tu dois bien jouer avec ton objectif de rentabilité et que tu dois faire des tests. Mais les tests, tu les fais, quand je dis au niveau de ta page produit, tu les fais en organique ou alors tu les fais dans la plateforme, dans l'outil? Alors, tu as deux manières de faire les tests. Soit tu le fais avec Amazon, qui a un outil d'A/B test intégré. Et donc là, c'est Amazon qui, automatiquement, un affichage sur deux va être une version ou l'autre. C'est pas mal. C'est assez dur d'avoir des tests très, très bien marqués.
Et ensuite, tu as des outils qui te permettent de faire des A/B tests. Tu as différentes manières de faire, mais souvent, c'est sur des... ils ont des grosses... C'est notamment aux US. Hein, ils ont des grosses communautés d'acheteurs Amazon et ils font par sondage. Ça marche pas si mal que ça. Ça marche pas si mal que ça. Moi, je suis très friand de l'A/B test Amazon. Très friand ou frileux? Friand. Ouais, j'aime bien. Franchement. Tu fais quel genre de test? En gros, tu peux tester on va dire les 5 éléments qui influent le plus sur la conversion. Donc titre, image, bullet point, description et page A+. Ouais. Et page quoi? Page A+. C'est quoi, la page A+, c'est du contenu photo, vidéo et texte qui arrive à la fin de ta page, sur lequel tu peux vraiment enrichir le contenu et tu peux aller encore un peu plus loin. Ouais, je comprends. Je vois de quoi tu parles. Ça, c'est assez important. Donc, le titre, évidemment, tu dois avoir un titre où dans le titre, tu dois avoir le nom du produit et ce qu'il fait, le bénéfice. Comment tu peux utiliser ça ton va titre? être marque, mot-clé principal, bénéfice. Voilà, marque, mot-clé. Donc là, ça pourrait être, par exemple, Shepard, support magnétique téléphone. Support téléphone, magnétique ou colle. Ouais, c'est ça. C'est Shapart, support téléphone vélo. Nous, ça, c'est le mot-clé. Téléphone vélo, ouais. Et là, après, on fait avec pochette magnétique. Et là, on va mettre universel, weatherproof, rotation. Enfin, tu vois, on va essayer de mettre... faire des longs titres. Hein. C'est ça qu'il faut préciser, c'est que c'est pas comme Google. Pour l'instant, tu peux encore faire des longs titres. Toujours en regardant l'esprit mobile. C'est que sur mobile, t'as que 80 caractères qui sortent ou 60 selon... Ouais, c'est déjà correct, 80 caractères. Oui, c'est sûr que par rapport à un site e-commerce, c'est correct. Et donc là, ça va être amené à passer sur du 60-80 caractères. Ils vont arrêter les titres longs. Donc ça, c'est en A/B test en ce moment. Ça a été acté a priori. Donc dans les mois qui vont venir, ça va être le cas. Donc tu vois, ça, c'est pareil. Ça évolue beaucoup. En permanence. Et c'est ça le truc qui est toujours un peu dur avec Amazon, c'est qu'il faut suivre. Parce qu'ils changent une règle, du jour au lendemain, tu n'as plus le droit de faire ça. Enfin voilà, tout change très vite. Je me rappelle, j'avais posé la question à la personne que je vais interviewer, j'ai un trou de mémoire, mais c'est quoi les ressources que tu suis pour t'informer sur Amazon? Tu sais quoi comme ressources? Alors, moi, sur Amazon, je passe énormément de temps dessus. Donc, pas mal de profils sur LinkedIn qui en parlent. Il y a 2-3 newsletters US qui sont intéressantes, mais c'est très vite marketing. Après, moi, je suis dans un groupe Amazon où on doit être 750 marques qui font au moins 1 million sur Amazon. C'est pas vraiment un mastermind, mais on paye à l'année. Et on a un groupe Facebook où il y a du contenu en permanence. C'est trop bien ça. Ouais, ça c'est cool. Alors c'est pas donné, mais mais franchement, ça vaut le coup. Et puis après, tu cherches. Après, moi, j'ai la chance d'avoir énormément de marques qui m'appellent sur ce sujet-là. Et donc, c'est con, mais en fait, quand on te pose une question, tu n'as pas envie de ne pas savoir répondre. Donc, quand tu ne sais pas répondre, du coup, tu fais une recherche. Tu creuses, quoi. Tu creuses, tu cherches, j'appelle d'autres marques. Ouais, ça compte aussi beaucoup. Ok, d'accord. Je vais terminer sur la pub Amazon. Je vois que le timing est serré, mais c'est quoi les différents indicateurs clés de performance que tu regardes sur Amazon en plus du ROS, du coût d'acquisition? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu regardes? Le taux de conversion. Taux de conversion directement. Quel produit convertit le mieux? Taux de conversion. Donc, un taux de clic, tu vas être entre 0,3 et 0,5. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est très faible. C'est assez faible. Je pensais que c'était plus élevé. Non, c'est assez faible. Après, tu peux monter beaucoup plus. Hein, quand tu es en moyenne, c'est ça. Sur du sponsor, quand tu es le numéro 1, tu es la marque qui investit le plus, donc tu vas être affiché en numéro 1 et que tu as un badge numéro 1 des ventes, tu vas pouvoir monter à des taux de clic à 3, 4, 5%, ça arrive. Ouais, quand tu as le badge, c'est que je vois de quel badge tu parles. Mais la moyenne, c'est plutôt 0,35. Voilà. Donc c'est un bon benchmark. Enfin, c'est un benchmark qui te dit, voilà, si tu es à 1%, tu es déjà très bon, quoi. Oui, exactement. Et après, tu as le taux de conversion. Et là, le taux de conversion, si tu es en dessous de 10, c'est pas bon. À moins de 10%, Amazon, alors, ça dépend, tu vois, nous, sur nos produits, on est cher. On va plutôt être sur du 8-9%, ce qui est déjà très moyenne, bien. J'ai des produits sur lesquels on est vraiment très compétitif en prix. Je suis à 24-25% de conversion. C'est énorme. Hein. Enfin, si je laisse ça sur Shopify... Il serait content. Sur Shopify, on disait que c'est beaucoup plus plus facile. bas, c'est 2-3%. Tu fais x10. Quoi. Tu fais x10, clairement. Tu prends toute conversion de Shopify, tu fais x10. 25%, tu fais x10. Allez. Mais incroyable. Et dernièrement, c'était, je sais pas si tu as fini sur les indicateurs. Ouais, c'est les deux. Après, tu peux regarder un peu le CPC de temps en temps parce que ça peut varier.
mais principalement. Ça bouge beaucoup le prix de la pub sur Amazon? Alors, oui et non. C'est une lente montée progressive depuis des années, hein, comme partout. Et après, par contre, tu peux avoir des gros pics, notamment sur les Prime Days. Prime Days, Là, c'était la semaine dernière. J'ai lu que là, ils ont fait plus que l'année dernière, sauf qu'ils ont fait des Prime Days sur 4 jours au lieu de 2. Exactement. Donc, c'était pas aussi fort que ce que. Non, en vrai de vrai, et ils n'ont pas donné le nombre d'unités vendues. Parce qu'en fait, en unité, c'est moins fort. Okay. Et tu vois, non, le bilan, il est assez mitigé au final. Ouais. Mais tu vois, sur les Prime Days, en moyenne, tu es entre 20 et 30% d'augmentation sur tes CPC. Okay. Et dans la cosmétique, ça monte à 50%. Ça, c'est pas étonnant sur le coup. Voilà, donc Prime Days, tu as l'équivalent Prime Days d'octobre. Et Q4, tu peux Black Friday, tu vois. Ça monte. Donc ça, il faut piloter un peu tes ads. Il faut l'anticiper. Dans quel sens? Dans le sens où la semaine avant les Prime Days, les gens achètent moins. Ok, oui, donc là, tu vois, il faut baisser un peu tes objectifs. Et pendant Prime Days, si déjà tu montes tes objectifs de. Ça dépend. Non, tu peux les baisser. Nous, on a plutôt tendance à les baisser parce qu'en plus de ça, tu donnes de la promo. Donc si tu donnes une promo et qu'en plus tu dépenses plus, la rentabilité, elle est catastrophique. Et c'est un peu le problème qu'il y a eu cette année, c'est que toutes les marques qui ont joué le jeu, la plupart des marques, oui, elles ont fait des ventes, mais en termes de rentabilité, c'est catastrophique. Donc, si tu as besoin de déstocker ou si tu as besoin de visibilité, ça peut être intéressant. Si tu es dans un moment où tu pilotes qu'à la rentabilité, c'était pas forcément un bon move de jouer les Prime Days. De jouer les Prime Days à fond, parce que exactement. Tu perdais la rentabilité et ça coûtait plus cher. Tout à fait. Logique. Ok. Ouais. Et dernier point, à quel point c'est scalable Amazon Ads par rapport à une plateforme comme Meta on sait que Google, c'est plus difficile aussi. Alors, c'est scalable dans le sens où, vu qu'il n'y a pas de créa, tu peux aller hyper loin, hyper vite. Ouais. Par contre, tu es capé par ton volume. Comme toujours, oui. C'est-à-dire que s'il y a 30 000 recherches mensuelles sur ton produit, il y a 30 000, quoi. Voilà. Et même avec le display dont on avait parlé, c'est pas... tu vas pas... Ouais, c'est pas ça qui fait la différence. Tu vois, Amazon vend beaucoup toute la partie vidéo et puis tout le display, aller faire de la pub sur Twitch et machin, et sur Netflix maintenant, si tu veux. Mais moi, pour aller chercher des audiences froides, je préfère Meta. Voilà. C'est peut-être un biais, c'est peut-être faux. Hein. En tout cas, moi, je suis plus à l'aise à aller chercher des audiences froides avec Meta et de la vidéo que d'aller faire du DSP. Voilà. Justement, on peut terminer par ça. C'est que vous faites aussi beaucoup de Meta. Je pense que c'est le deuxième levier après Amazon. Et c'est vrai que la plupart de vos créations, ce sont des vidéos. Vous faites beaucoup de Meta, vous produisez beaucoup de contenu. Peut-être une question que j'ai pour toi, c'est, je sais que on travaille ensemble, mais vous avez internalisé la créa. Comment vous vous organisez pour produire autant de contenu vidéo pour vos campagnes Meta? Alors, il y a deux choses. Il y a une question de process et une question de personnes. Déjà, il faut avoir les bonnes personnes. Donc ça c'est assez chouette chez nous. On a une personne qui s'en occupe, qui est en charge de toute la partie content. C'est Luna qui fait un gros boulot dessus. Donc ça aide. Et le deuxième, c'est le côté process, de se dire, OK, en fait, maintenant, en gros, semaine 1, on va analyser les stats de la semaine d'avant. Qu'est-ce qui a marché, pas marché. On va garder les hooks, garder les hooks, exactement. Et là-dessus, on va essayer de faire des déclinaisons. Et la semaine d'après, c'est plutôt plus créatif. Quels sont les nouveaux concepts qu'on peut créer? Au début, on faisait les deux dans la même semaine, mais en fait, ça faisait un peu trop et on passait pas assez de temps. C'était dur de suivre quand même le rythme. Donc là, maintenant, c'est vraiment une semaine. Donc c'est une semaine déclinaison, une semaine créa. Et ça marche. Franchement, ça marche très, très bien. Et ensuite, en shooting, donc Luna, elle a une alternante avec elle. Donc à deux, elles arrivent à faire pas mal de choses. Par exemple, quel genre de shooting elles vont faire? On va faire sur les shootings, on a deux types de shooting. On a trois types de shooting. On a les shootings au bureau où c'est plutôt moi face cam et voilà. Et je balance. Je suis un peu dans un décor comme ça et puis j'explique et elle va faire son petit montage en insérant des plans produits. On a les petits shootings à la va-vite quand il nous manque 2-3 petits plans ou des trucs qu'on fait dans le bureau, on monte un vélo, on met une plante verte et voilà. Et après, on a les gros shootings où là, on va faire appel à des influenceurs ou créateurs de contenu, souvent qu'on a en partenariat annuel, où là, on les book 2-3 heures et on les fait tourner. Totalement. Ouais. Voilà, et ça te fait une machine à contenu puisqu'en fait, c'est ultra organisé. Toutes les semaines, vous avez du nouveau contenu qui sort. Mais
Ouais, exactement. Ça nous a pris 1 an et demi avoir un rythme de croisière. Donc c'est pas. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça Mais s'est tu as pas- une personne qui gère toute cette strat, l'organisation, les plannings, etc. Une autre personne qui l'aide dans les tournages et qui fait Ouais. les montages avec elle. Parce que Et- si je dis pas de bêtises, tous les montages, etc., vous le faites en interne. Exactement. Ok. Et moi, je chapeaute, entre guillemets, et maintenant, je suis même plus en soutien sur cette partie créa et sur l'analyse des chiffres. Mais donc, en gros, c'est quasiment 2 temps plein. Tout confondu, ça fait 2 C'est ETP. énorme quand même. hein. Donc, c'est Sachant quand même que énorme. T'as combien de temps plein chez toi On en a 2. T'en as 2. Donc, tu vois, on a une personne créa, une personne Shopify. Shopify, ouais. Et après, on a 2 alternants avec nous. Tu vois, on est une toute petite équipe. Alors, il y a des sujets Plus sur les lesquels agences, etc. Mais bon, Ouais, voilà. exactement. Mais non, bon, là, ça va être amené à grossir. Mais donc, c'est pour ça, bien processé, bien efficace. Mais on a quand même mis une bonne année et demie à trouver ce rythme-là. Au début, on a galéré, quoi. Ouais, exactement. Un autre point que je peux rajouter sur la partie méta, c'est que vous avez aussi des gros temps forts. Donc évidemment, il y a des moments où vous scalez plus, donc vous avez besoin de plus de créa, des moments où vous mettez moins de budget. Et là, on peut quand même tester des choses, mais évidemment, la vélocité des tests, elle sera Ouais. moins importante. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Comme L'hiver est plus calme. quand même assez calme, je trouve. Ouais. Sur vous, Ouais, vous on avez dépense largement. Ouais. 3-4 fois plus de budget parfois. Ouais. Entre Il y a un l'hiver et gros l'été. delta. Ouais. Voilà, ben sur le coup, écoute, on a un peu tout ratissé. On a Ouais, ratissé cool. Amazon, Meta, un peu l'international. Les réseaux de distribution, on n'a pas forcément eu le temps de tout voir en détail, mais voilà, tu m'as dit qu'il y a toujours des challenges, hein, il y a des choses que tu peux pas forcément prévoir. Et par contre, ce que tu m'as dit, c'est que tu organisais un événement Amazon dans les prochains mois. Ouais, Tu veux nous je en pense dire que plus les gens l'auront compris avec ce podcast, mais Amazon, ça fait partie des sujets sur lesquels j'aime bien geeker. Et je trouve que c'est un super outil dans une stratégie omnicanal pour une marque. Et donc, je fais déjà un peu de conseils. Généralement, je fais à peu près 2 jours par mois de conseils pour les marques sur Amazon. Parce que ça me fait kiffer d'aller voir des marques dans la santé, dans la beauté, dans un peu de tout. Tu vois, ça me sort un peu la tête du guidon, c'est assez sympa. Et du coup, ouais, je fais en 9 octobre à Paris, on fait un événement pour les marques e-commerce et toutes les marques sur Amazon, sur un schéma très pragmatique, très concret. Le but, c'est vraiment de ressortir avec des choses à appliquer sur Amazon, sur comment gérer la pub, comment se lancer, les outils, les meilleurs outils à utiliser. Voilà, vraiment un truc très pragmatique avec 4 experts Amazon côté agence et outils et 4 marques expertes d'un autre côté. Donc, gros événement, beaucoup de valeur. C'est le but. Sur une journée très condensée avec Sur, que des e-commerçants. Un 14h-20h. 14h-20h. Ah bah, comme ça, il n'y a pas d'excuse. Avec un networking à la fin, apéro, parce que bon, c'est quand même aussi cool. Et donc, tu as une grosse demi-journée orientée valeur. Et le programme est déjà fait. Je suis assez content. Ouais. Super. Bon, en tout cas, j'ai hâte de venir parce que j'ai envie de Ouais, venir c'est et cool. je suis vraiment content que tu puisses en parler dans le podcast. Je sais qu'à l'heure où on tourne, on n'a pas encore tout ce qui est landing page et comment s'inscrire, mais d'ici le moment. Ce sera live là dans quelques jours, donc au moment du podcast. C'est parfait. Tu me donneras le lien et je le mettrai dans les. Et pour toutes les marques, ce sera inscription sur candidature. Mais pour toutes les marques, une vraie marque sérieuse, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Exactement. Bah écoute, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci je à toi mettrai tout pour ça dans l'invite. les liens de l'épisode. Merci, salut Daniel. Salut Mickaël, salut.